Aujourd'hui, notre cours est intitulé Image radiologique. Les objectifs de ce cours, définir l'image radiante. Deuxièmement, calculer le contraste. Troisièmement, discuter les facteurs influençant le contraste. Calculer les flous géométriques et cinétiques. Expliquer les facteurs influençant les différents flous. Schématiser l'amplificateur de luminance. Citer les avantages des écrans renforçateurs. Interpréter une courbe sensitométrique et enfin expliquer sur une courbe sensitométrique le choix de la DDP et de l'intensité pour étudier une structure donnée. On va suivre le plan suivant. Premièrement, le principe de formation de l'image radiologique. On va voir l'image radiante, le contraste radiologique et les différents flous. Deuxièmement, les capteurs de l'image radiante avec l'amplificateur de luminance ou bien le film radiographique. Et on va voir les différentes tonalités, les paramètres de qualité, le temps d'exposition, le foyer, le voltage et la masse. Donc c'était en 1895, Röntgen a réalisé la première radiographie sur l'une des mains de sa femme. Et il y a une grande amélioration technique dans nos jours. Donc vous avez ici la première radiographie réalisée par Röntgen. Actuellement, donc, la qualité s'est améliorée. Donc, la production des rayons X, c'est le type de Coolidge, des électrons accélérés qui vont bombarder une anode. À la sortie du flux des rayons X, il y a un filtre pour éliminer les photons mous et un diaphragme pour localiser notre faisceau. Voilà une image d'un tube à anode tournante. Le spectre qu'on va obtenir, donc c'est l'association d'un spectre continu et un spectre en V. Donc il y a l'auto-absorption et il y a après le filtrage qui élimine les photons mous qui sont nocifs pour l'être humain parce que ce sont des photons qui ne participent pas à la formation de l'image. Passons maintenant au principe de formation de l'image radiologique. Donc si vous avez un flux incident phi 0 qui va traverser un milieu hétérogène formé d'os ou bien d'air et de muscles. Donc, pour chaque structure, pour chaque objet, vous avez une atténuation bien déterminée qui dépend du mu. Donc, le flux transmis qui correspond à l'image radiante diffère d'une structure à une autre. Bien entendu, l'os a un Z élevé, donc l'atténuation va être plus importante, donc le flux transmis au niveau de l'os va être le plus faible. Par contre, pour les deux autres structures, donc ça va être l'air qui va avoir le flux transmis le plus élevé et le muscle va avoir un flux transmis intermédiaire entre l'os et l'air. On va commencer par la définition du contraste radiologique. Donc, c'est la différence relative des flux transmis au niveau de l'image radiante par deux structures traversées par les rayons X. Donc, si je considère un premier objet de coefficient luminique mu1 et d'épaisseur x1 et un objet 2 de coefficient luminique mu2 et d'épaisseur x2 avec des flux transmis phi1 et phi2 est tel que phi1 égale phi0 exponentielle moins mu1 x1 et phi2 égale phi0 exponentielle moins mu2 x2. Donc le contraste par définition, c'est la différence de ces flux transmis rapportés à la somme des flux. Donc on démontre si x1 et x2, si les épaisseurs des objets traversés sont faibles, le contraste est à peu près égal à 1/2 facteur mu2x2 moins mu1x1. Maintenant, supposons on va interposer aux deux objets 1 et 2 un milieu homogène tel que l'épaisseur c'est y et le coefficient linéique mu. Donc le contraste radiologique dans ce cas, on va appliquer la formule. Donc c'est la différence des flux transmis. Dans ce cas, ça va être phi1
prime et phi de prime rapporté à la somme de ces flux transmis. Et en simplifiant, on retrouve facilement que le contraste radiologique théorique reste le même. Si je compare donc ce contraste par rapport au contraste de deux objets 1 et 2, donc ça va être le même. Mais ça c'est le contraste théorique. Mais en réalité, le contraste diminue parce que il y a des photons diffusés surajoutés. Donc vous allez avoir un contraste radiologique réel inférieur au contraste calculé théorique. Le contraste, il est compris entre 0 et 1, donc il tend vers 1 quand les différences de mu sont élevées, et il diminue lorsque l'effet comptant prédomine. Dans ce cas, vous allez avoir le photon diffusé qui vont altérer la qualité de l'image. Donc sur ce schéma, vous avez le flux transmis relatif à travers différentes structures qui sont l'air, poumon, graisse, eau et l'os. Et pour chaque groupe, vous avez une énergie. Donc, vous remarquez, lorsque l'énergie est faible, de l'ordre de 30 keV, vous allez avoir les différences de flux transmis les plus élevées. Plus l'énergie augmente, vous allez avoir un écrasement de ce contraste, ou bien de cette différence de flux transmis. Tout simplement, lorsque vous allez utiliser une énergie faible, c'est l'effet photoélectrique qui prédomine. Et lorsque l'effet photoélectrique prédomine, dans ce cas, les différences sont proportionnelles à Z exposant 5. Par contre, si vous allez utiliser une énergie élevée, dans ce cas, c'est l'effet comptant qui prédomine. Or, l'effet comptant ne dépend pas de Z. C'est pour cela, donc, les flux transmis à travers ces différentes structures ne sont pas trop hétérogènes. Donc, c'est à peu près la même chose. On définit le contraste naturel. Donc, c'est le contraste qui existe entre les tissus à l'état naturel. Par exemple, si je prends le contraste naturel entre ces parties molles qui sont le muscle, le parenchyme glandulaire. Donc, il s'agit d'un ensemble de tissus qui ont à peu près la même composition. Donc, on va avoir même transparence. Donc, le contraste naturel entre ces différentes structures est faible. C'est pour cela, en mammographie, lorsque le contraste naturel est faible, on a intérêt à utiliser une différence de potentiel faible. Dans ce cas, vous allez favoriser l'effet photoélectrique. Et dans ce cas, vous allez avoir un meilleur contraste. Par contre, si l'épaisseur est élevée, en particulier lorsque vous allez explorer l'os, dans ce cas, vous allez avoir un flux transmis qui est faible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter le flux incident, le flux énergétique incident. Donc, on va augmenter, dans ce cas, ce flux incident, soit en augmentant l'intensité, ou bien le temps d'exposition, mais, venant, vous allez irradier beaucoup, d'une façon importante, votre patient. Donc, c'est pas la solution pour augmenter le flux transmis. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter la différence de potentiel. Dans ce cas, vous allez avoir un faisceau énergétique pénétrant qui peut traverser cette épaisseur importante. Ou encore, vous pouvez améliorer ce contraste naturel faible en utilisant des produits appelés des produits de contraste qui vont améliorer ou bien qui vont changer le contraste entre ces différentes structures. Donc, pour les énergies faibles, c'est l'interaction de type photoélectrique qui prédomine. Autrement dit, le coefficient linéaire d'atténuation va être proportionnel à Z exposant 5. Et le contraste, dans ce cas, dépend essentiellement de Z. Dans ce cas, on va avoir une bonne discrimination des tissus mous, mais l'os, il est opaque, parce que l'énergie est faible. Cette énergie, elle est utilisée
essentiellement en cas de mammographie ou bien lorsqu'on va explorer les os petits. Passons aux énergies moyennes. Dans ce cas, l'interaction, c'est un peu combiné de type photoélectrique et de type comptant. Et le contraste dépend dans ce cas de Z et de ρ. Cette gamme d'énergie, donc les énergies moyennes, est utilisée en cas d'exploration des eaux volumineux. Pour les énergies élevées, de l'ordre de 120 keV, dans ce cas, c'est l'interaction comptant et le contraste dépend uniquement de ρ. Dans ce cas, on va avoir un écrasement de flux transmis entre les différentes structures et l'utilisation essentiellement dans la radiographie du poumon. Maintenant, on passe à l'optique radiologique et on va commencer par l'agrandissement. Donc, je vais considérer une source, un objet AB et une image A'B', avec une distance objet-image, c'est petit d, et une distance source-image, grand D. Donc, par définition, l'agrandissement, c'est A'B' sur AB, ou encore, c'est la distance grand D sur la distance grand D moins petit d. Donc, c'est le théorème de Thalès. En radiographie, donc, standard, il y a la superposition des plans. Donc, un objet, c'est quelque chose tridimensionnel et on va avoir projection de ces différentes structures sur un film, un capteur, qui correspond donc à une image 2D. Donc, l'interprétation doit tenir compte de la superposition des différentes structures. La déformation. Donc, ça dépend comment vous avez projeté votre faisceau par rapport à l'objet étudié. Donc, en objet sphérique, sur l'image peut être une image elliptique. Maintenant, on va passer aux différents flous. On va commencer par le flou géométrique. Donc, je vais considérer une source avec un foyer, émettant le rayon X, un objet, ici en bleu, et l'image. Donc, après reconstruction, c'est tout à fait comparable aux reconstructions qu'on fait en optique. Donc, on va distinguer trois zones. La zone d'ombre. Donc, si on se place dans la zone d'ombre, ici en noir, la source, le foyer, est totalement caché. Il y a l'autre extrémité, c'est l'éclairement total. Donc, si vous allez se placer sur cette zone d'éclairement total, la source, elle est totalement visible. Et on distingue une zone intermédiaire appelée le pénombre. Cette zone, la source, elle est partiellement cachée. Et cette zone de pénombre correspond au flou géométrique qui est donné par cette équation. Donc, pénombre, le flou géométrique, égale la taille du foyer multiplié par l'agrandissement moins 1. Voilà la traduction du pénombre sur une image d'un objet circulaire, comme ici. Donc, vous avez ici deux images. Dans ce cas, l'objet est collé sur le film, donc l'agrandissement va être nul, et le flou géométrique égale 0. Si la distance petit d entre l'objet et le film est différente de 0, donc on va avoir un agrandissement, mais aussi, vous voyez, le flou géométrique qui s'est traduit par une perte de détails. Donc le filetage ici n'est pas tout à fait clair.
Donc, comment réduire ce flou géométrique qui est égal taille du foyer multiplié par l'agrandissement moins 1. Donc, soit réduire la taille du foyer, ou bien réduire l'agrandissement. Donc, comment on réduit l'agrandissement? Soit on rapproche l'objet du film, ou bien on augmente la distance grandée, c'est-à-dire la distance foyer-film. Maintenant, le flou cinétique. Donc, c'est le flou qui est lié au mouvement. Supposons que vous avez un objet AB. Pendant l'exposition, cet objet s'est déplacé d'une certaine distance X. Le flou cinétique, dans ce cas, va être égal l'agrandissement multiplié par la distance de déplacement de l'objet X, qui est égal à V fois T. Donc, le flou cinétique va être égal grandissement fois X, ou bien l'agrandissement multiplié fois la vitesse de déplacement de l'objet multiplié par T, qui est le temps d'exposition. X égale V fois T. La correction, donc, il faut réduire les mouvements et il faut réduire le temps de pause. Maintenant, on passe au flou lié au rayonnement diffusé. Le diffusé, donc, c'est un changement de direction par rapport au rayon primaire. Donc, il est lié à une interaction de type constant qui prédomine donc pour les énergies moyennes et pour les Z faibles. En conséquence, donc, on va avoir, à cause de ces rayonnements diffusés, une irradiation inutile, difficile à contrôler, mais aussi la qualité d'image diminue. Car l'origine d'interaction, dans ce cas, est inconnue. La correction, donc, on peut utiliser soit un diaphragme ou bien un localisateur, donc, pour délimiter le champ d'exploration, ou bien encore, on utilise des manœuvres de compression. Donc, dans ce cas, on va diminuer l'épaisseur traversée par les rayons X. Et troisièmement, il y a les grilles antidiffusantes. Donc, c'est quoi les grilles antidiffusantes? Il s'agit de lames fines en plan, séparées par un matériau faiblement atténuant. Donc, voici les lames fines. Et vous remarquez donc les photons primaires, ici, en jaune, traversent la grille, alors que les photons qui ont interagi en rouge, qui ont interagi par effet Compton, qui ont changé de direction, vont être arrêtés par ces lames fines. Maintenant, on va passer au capteur de l'image radiante. Il y a l'écran de radioscopie. Donc, je passe parce que c'est une technique n'est plus utilisée. L'amplificateur de luminance. Donc, il s'agit d'une il s'agit d'une technique qui permet d'avoir une image lumineuse, très lumineuse, et en plus petite et renversée. Donc, l'amplificateur de luminance, il est composé d'un écran fluorescent primaire, d'une photocathode, un ensemble d'électrodes d'accélération et de focalisation et d'un écran fluorescent secondaire. Donc, vous allez avoir les photons X de l'image radiante arrivent sur l'écran fluorescent primaire qui va émettre des photons visibles fluorescents. Ces photons fluorescents vont arracher des électrons à la photocathode. Ces électrons seront accélérés et focalisés sur l'écran fluorescent secondaire. Dans ce cas, l'image qu'on va obtenir sur l'écran fluorescent secondaire, c'est une image très brillante, petite et renversée.
Et cette image peut être soit diffusée sur un écran TV ou bien enregistrée sur un film. L'amplificateur de luminance nous permet de réduire la dose reçue par le patient, divisée à peu près sur 10. L'enregistrement magnétoscope sur un magnétoscope permet des études cinétiques en différé et au ralenti. L'application, c'est la technique qui explore les vaisseaux du cœur, la coronarographie. Passons à l'autre capteur de l'image radiante qui est le film radiographique, qui est la technique la plus utilisée. Donc, le film radiographique, il est composé d'un support en plastique, composé en acétate de cellulose, et des deux côtés, il y a une émulsion photographique en bromure d'argent. Il y a les films à grain fin et les films à gros grains. Bien entendu, pour les films, lorsque les grains sont fins, vous allez avoir une haute définition. Mais la sensibilité diminue. Par contre, si les grains sont gros, vous allez avoir un film à haute sensibilité, mais la définition va être faible. Donc, le fonctionnement d'un film radiographique, donc il y a les photons X qui vont arracher des électrons aux ions bromure, et il y aura donc réduction de l'ion d'argent, donc c'est l'image latente, c'est le germe d'argent qui va être par la suite, après développement, avec un révélateur, un fixateur, ainsi de suite, pour avoir une image visible qui peut être lue sur un négatoscope. Le film radiographique est en général associé à des écrans renforçateurs, c'est-à-dire le film va être placé dans une cassette et des deux côtés, il y a un écran renforçateur. C'est un écran qui va renforcer l'action des rayons X. Dans ce cas, vous allez avoir un rayon X lorsqu'il traverse la cassette, un rayon X de l'image radiante, donc il va interagir avec un premier écran renforçateur à l'intérieur et un second écran renforçateur postérieur. Ces écrans renforçateurs vont émettre une lumière et la lumière qui est émise sous forme de tache va interagir avec les grains du film pour augmenter encore plus le noircissement. Il faut savoir que le film, ou bien le noircissement qu'on voit sur le film, 90% il est lié à ces écrans renforçateurs. Et 10% uniquement sont liés à l'action directe des rayons X sur les grains de bromure d'argent. Voici le schéma d'une cassette, donc le film qui va être interposé entre ces deux faces. Ici, vous avez l'écran renforçateur antérieur, l'écran renforçateur postérieur. Donc, les avantages d'utiliser un écran renforçateur, donc vous allez avoir un noircissement du film en utilisant un temps de pause plus faible, plus réduit. Donc, ce qui nous permet de limiter le flou cinétique, réduire les radiations du patient, mais aussi on peut utiliser un foyer fin. Toutefois, la lumière émise par l'écran renforçateur, donc ça va être une émission sous forme de tache. Donc, il y a un certain flou qui est lié à ces écrans renforçateurs. Maintenant, on va voir les courbes sensitométriques. Tout d'abord, il faut savoir, lorsque la quantité de rayons X augmente, le noircissement du film augmente. Et la quantité de rayons X augmente, soit augmentation du flux incident, par augmentation de la DDP ou bien de la masse, ou bien
lorsque on diminue la distance entre la source et le film, ou encore lorsque la densité tissulaire diminue. Donc, ce cas, les tissus vont être transparents au rayon X. Le film donc va être lu sur un négatoscope. C'est quoi un négatoscope? Donc, il s'agit d'une plage lumineuse homogène avec une luminance uniforme égale à B0. La luminance à travers le film, ou bien une zone bien déterminée du film, est notée B, et on définit la densité optique qui est égale log décimal de B0 sur B. C'est quoi la densité optique? Donc, il va nous donner le degré de noircissement du film à un point bien donné. Donc, pour les structures opaques au rayon X, qui ne laissent pas les photons X, qui atténuent beaucoup les photons X. Donc, on va avoir un noircissement faible. Densité optique diminue. Par contre, les structures aériques, transparentes au rayon X. Donc, il y a beaucoup de photons X qui passent. Dans ce cas, vous allez avoir une densité optique qui augmente. Donc, comment représenter une courbe sensitométrique? Donc, c'est la variation de la densité optique, le noircissement du film, en fonction de logarithme de l'exposition du film. Lorsque le film est utilisé sans écran renforçateur, vous allez avoir une courbe qui a cette allure. Au début, lorsque l'exposition augmente, vous allez avoir une augmentation qui est progressive et lente. Par la suite, l'augmentation va être exponentielle. La zone de densité optique utile est comprise entre 1 et 3. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque la densité optique est supérieure à 3, le film paraît trop noir. Donc, on ne peut pas distinguer deux structures sur le film qui ont des densités optiques 3, par exemple, et 3,5. Tout est noir. Ou encore, les structures qui sont inférieures à 1. Dans ce cas, le film va être trop clair. Et la densité optique, donc, on va avoir une tonalité blanche. On définit la voile du film, donc c'est la densité optique qui correspond à un film non exposé. Donc, lorsque l'exposition est égale à 0, elle est à peu près égale à 0,1 à 0,2. Donc, les structures qu'on veut voir sur le film doivent être comprises entre 1 et 3 pour la densité optique. Donc, pour cet intervalle, ça lui correspond une zone, un intervalle d'exposition. Voici des courbes sensitométriques dans le cas d'un film avec un écran et un film sans écran. Donc, vous remarquez, on peut obtenir la même densité optique, par exemple ici 2, pour une exposition ici 20, lorsque le film est avec écran. On peut obtenir 2 pour une exposition qui est égale à 200 lorsque le film est utilisé sans écran renforçateur. Donc, vous remarquez, on peut avoir la même densité optique sur un film avec écran en utilisant des doses d'exposition beaucoup plus faibles. Donc, la dose ici, par exemple, elle est divisée par 20. On distingue sur le film 4 tonalités naturelles par ordre décroissant. La tonalité calcique qui correspond à l'os compact. Puis, il y a la tonalité liquidienne qui correspond aux parties molles, muscles, cœur, ainsi de suite. La tonalité graisseuse. Et enfin, la tonalité aérique qui correspond au poumon ou bien à l'estomac.
Voici une radiographie sur laquelle on peut distinguer ces différentes tonalités. Donc, il y a la tonalité liquidienne ici, les muscles, au niveau de l'épaule. Tonalité calcique, donc c'est l'os. La tonalité graisseuse, donc c'est la graisse ici sous-cutanée. Et enfin, la tonalité aérique, c'est le parenchyme pulmonaire. Voici les 4 tonalités. Donc, vous avez ici un tube, ou bien 4 niveaux différents. La craie, tonalité calcique. Ici, c'est l'eau. Ici, c'est l'huile, qui correspond à la graisse. Et en haut, en noir, c'est l'air. Les paramètres de qualité, donc, il y a le temps d'exposition. Donc, il faut diminuer ce temps d'exposition pour les structures mobiles, ou bien lorsqu'on va faire la radiographie des enfants. Chez l'adulte, la radiographie pulmonaire, donc, il faut exiger l'apnée. Le foyer, donc, il y a le gros foyer, de l'ordre de 1 à 2 mm. Les foyers petits, de 0,3 à 1 mm. On peut avoir même des micro-foyers de l'ordre de 0,15 mm. Donc, lorsque vous allez étudier donc une structure fine, il faut utiliser un petit foyer. Toutefois, en utilisant un petit foyer, la charge, le kilovoltage, dans ce cas, imposé au tube, doit être faible. Maintenant, on va voir la tension entre l'anode et la cathode. Donc, je vais prendre le cas d'un flux incident phi 0 avec deux milieux, bien deux objets différents, 1 et 2, chacun de coefficient linéique mu1 x1, l'autre c'est mu2 x2. L'image radiante avec les flux transmis phi 1 et phi 2, vous avez l'équation du flux énergétique qui est égale 1 demi k izv au carré, donc 1 demi k c'est une constante, j'ai écrit ici k. L'intensité, donc j'ai ajouté le temps, c'est le temps d'exposition, parce que I ou bien T, c'est la qu'on va appeler la masse, milliampères seconde. L'intensité traduit le nombre d'électrons, le temps d'exposition, donc va être proportionnel au nombre d'électrons. Donc, on a ajouté ici le temps. Le contraste radiologique égale donc la différence des flux transmis sur la somme des flux transmis. En augmentant la masse, vous allez avoir un contraste radiologique qui est constant. Tout simplement, en augmentant la masse, vous allez avoir les flux incidents phi 0 va être multiplié par K. Les flux transmis, donc ça va être K phi 1 et K phi 2. Et en utilisant l'équation du contraste, vous allez avoir une simplification par K. Donc, en augmentant ou bien en variant la masse, le contraste radiologique reste constant. À ces flux transmis, phi 1 et phi 2, ça correspond à une exposition du film, qu'on va noter x1 et x2. Donc, on va augmenter la masse, c'est-à-dire l'intensité ou bien le temps de pause, milliampères seconde. Donc, phi 0 devient phi prime 0, phi 1 et phi 2, donc c'est phi 1 prime et phi 2 prime, donc qui est égal k phi 1 égale k phi 2. L'exposition est proportionnelle au flux transmis, donc les expositions dans ce cas, lorsqu'on a augmenté la masse, ça va être x1' et x2' qui sont proportionnels à x1 et x2. Je vous rappelle sur la courbe sensitométrique, vous allez en abscisse logarithme de l'exposition. Je vais comparer cette logarithme de l'exposition
pour deux structures différentes en augmentant la masse. Donc, si je considère la différence entre deux structures différentes, x1 et x2, donc log de x1 moins log de x2, ça va être égal log de x1 sur x2. Maintenant, en augmentant la masse, logarithme de x1' moins logarithme de x2', ça va être logarithme de kx1 sur kx2, et en simplifiant par k, vous allez avoir la différence logarithme x1' moins logarithme x2' égale logarithme du rapport. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est pour un intervalle, ou bien pour une différence d'exposition entre deux structures, en augmentant la masse, qu'est-ce que vous allez avoir? La différence entre x1 et x2 sur l'axe des abscisses reste toujours une constante. Donc la différence entre x2 et x1, elle est égale à la différence entre x2' et x1' sur l'axe des abscisses. Voilà. Donc vous avez la courbe sens-isométrique, x1 qui correspond au flux transmis phi 1, x2 qui correspond au flux transmis phi 2. On a augmenté la masse. Donc vous allez avoir x1' et x2'. Cette différence, en variant la masse, elle est toujours constante. Parce que la différence du logarithme égale un rapport. Donc, vous avez ici 3 films différents. Dans le premier cas, cette différence donc, correspond à un film sous-exposé. Donc, tout est clair. Dans l'autre externe, donc le film ici, il est surexposé. Donc, on est dans la partie la plus haute, étude. C'est proche du 3. Donc, c'est un film surexposé. L'exposition optimale, donc, c'est au milieu. Autrement dit, lorsque la pente ici de la zone étude est maximale. Et vous remarquez que la différence de densité optique ici en rouge est la plus élevée par rapport aux deux autres cas. Film surexposé et film sous-exposé. Maintenant, si vous avez des structures différentes, os, eau, graisse, air, et on veut voir, par exemple, les structures osseuses. Dans ce cas, on doit utiliser une masse élevée. Donc, vous avez ici les 4 structures. Lorsque vous allez varier la masse, l'ensemble va bouger ensemble, dans un sens ou bien dans l'autre sens. Donc, si je veux par exemple voir l'os, l'ensemble doit être décalé dans ce sens de la flèche. Donc, je dois augmenter l'exposition. Comment j'augmente l'exposition? C'est en augmentant la masse. Dans ce cas, les structures osseuses vont appartenir à la zone utile de perception entre 1 et 3 de densité optique, et les autres structures sont en dehors de la zone utile. Par exemple, si je m'intéresse à une structure glandulaire, tissu sain, composé d'eau et de la graisse, dans ce cas, la masse qu'on doit utiliser doit être plus faible. Donc l'ensemble est décalé un peu dans le sens contraire de la flèche.
Donc, je dois diminuer la masse. Donc, vous remarquez, en variant la masse, les différences d'exposition restent toujours constantes. Donc, vous allez avoir une translation dans un sens ou bien dans l'autre sens. J'augmente la masse, je diminue la masse. Donc, ça dépend quelle structure vous voulez étudier. Bien entendu, la DDP doit être faible pour favoriser l'effet photoélectrique qui est proportionnel à Z exposant 5, pour garder toujours cette différence. Vous allez avoir toujours une seule structure qui appartient à la zone utile. Donc, en utilisant l'effet photoélectrique, vous allez avoir un bon contraste, mais peu de détails. Vous pouvez voir une seule structure. Pas toutes les structures. Vous pouvez voir soit l'os, soit l'eau, soit l'air. Mais avec un très bon contraste. Supposons que vous voulez tout voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il y a un contraste naturel qu'il faut écraser. Dans ce cas, on doit utiliser une DDP qui est élevée. Donc, pour regrouper l'ensemble de ces structures dans la zone utile. Donc, avant de voir ceci, voici un exemple d'une radio du poignet. Dans ce cas, la masse utilisée est élevée. Ici, une radiographie mammaire, une mammographie, la masse, on a dit, elle doit être plus faible par rapport à celle d'une radiographie des os du poignet. Maintenant, je veux tout voir. Je vais utiliser une DTP élevée. Donc, il y a un contraste important entre ces différentes structures. Et je vais essayer d'écraser ce contraste. Dans ce cas, je vais loger dans la zone utile ces différentes structures. C'est l'effet comptant qui prédomine. Le contraste naturel est écrasé et l'ensemble va avoir une exposition qui correspond à la zone utile. Donc, ceci est utilisé essentiellement pour une radiographie du poumon. Dans ce cas, la DDP est élevée de l'ordre de 130 kV. Voici un cas d'une radiographie pulmonaire, DDP élevé, et un cas pour explorer le glycostal, l'os. Donc, ici, la DDP est moyenne. L'exploration du poumon nécessite une DDP élevée. L'exploration du glycostal, la DDP est moyenne. Voici une idée sur le voltage ou bien la masse pour différentes structures. Donc, pour les poumons, le voltage est élevé. La masse doit être la plus faible possible pour éviter le flou cinétique. Vous remarquez donc, pour l'abdomen, ou bien le glycostal, ou bien pour n'importe quelle autre structure, la DDP est soit moyenne, soit faible. Pour la mammographie, la DDP doit être la plus faible. Donc, tout dépend de l'épaisseur traversée et de ce que vous voulez voir. Passons maintenant aux autres paramètres de qualité. Donc, les grilles antidiffusants sont nécessaires lorsque le voltage est élevé ou bien chez les patients obèses. L'utilisation des écrans renforçateurs, essentiellement donc en mammographie. Donc, dans ce cas, il faut utiliser des écrans renforçateurs à grain fin pour avoir une haute définition. Ou bien, chez la radiographie du bassin, dans ce cas, on doit utiliser des écrans renforçateurs à grain gros pour avoir une haute sensibilité.
il y a les produits de contraste qui vont modifier l'atténuation des rayons X. Il y a les produits de contraste appelés positifs, Z dans ce cas élevé. Et il y a les produits de contraste appelés négatifs, dans ce cas Z est faible. Donc, on utilise le sulfate de barium Z élevé pour l'exploration du tube digestif. Il y a les produits à base d'iode pour explorer les reins et les voies urinaires, ou bien le système vasculaire. Il y a aussi l'air qui est utilisé particulièrement au niveau du côlon, ou bien dans l'appareil digestif, et qui est utilisé en complément avec la barite. Dans ce cas, on va avoir un contraste ou bien un double contraste. L'air d'un côté et la barite de l'autre côté. Voici le transit de Grell avec de la barite. La colonoscopie. Vous voyez donc la notion du double contraste. Le côlon qui est gonflé avec de l'air. Et vous voyez les ostrations coliques où il y a de la barite. Et voici un exemple d'une urographie intraveineuse. Passons aux évaluations. Donc, premièrement, en radiographie, en radiologie standard, on utilise une DDP faible dans l'exploration du bassin, poumon, abdomen, grille costale, sein. Donc, c'est au niveau du sein, parce qu'au niveau du sein, c'est un tissu qui est faiblement atténuant. En plus, on cherche des détails très fins en radiographie mammaire, qui sont des microcalcifications. Évaluation 2. L'image obtenue sur l'écran secondaire d'un amplificateur de luminance, de brillance, est numérisée, c'est faux. Brillante, c'est vrai. Lisible en vision scotopique, faux. Constituée de photons X énergétiques, faux. Donc, c'est une image lumineuse. Agrandie, donc, c'est faux aussi. C'est une image qui est petite et renversée. Évaluation 3. En radiodiagnostic, on utilise une grille antidiffusante dans l'exploration petit a de l'abdomen, vrai, du parenchyme pulmonaire, non, des seins, non, des mains, non, du bassin, oui. Donc, lorsqu'il y a vraiment un problème de diffusé, le diffusé apparaît essentiellement lorsque les structures traversées ont une épaisseur qui est élevée. Quatrièmement, en radiodiagnostic, on diminue le flou géométrique en augmentant la DDP, c'est faux. En utilisant des écrans renforçateurs, c'est faux. En augmentant la distance source-film, oui. En utilisant un foyer fin, oui. En augmentant la distance patient-film, c'est faux. Donc, C et D. Évaluation 5. En radiologie, la sulfate de barium augmente le contraste au niveau de l'appareil circulatoire. Non, donc c'est au niveau de l'appareil digestif. L'iode organique est le produit recommandé pour explorer l'appareil digestif. C'est faux, donc c'est la barite. Les tissus mous ont un contraste naturel élevé. Faux, donc les tissus mous ont un contraste naturel qui est faible. L'iode améliore le contraste grâce à son numéro atomique élevé. Vrai. Et enfin, l'utilisation de produits de contraste est inutile pour explorer les reins. Faux. Donc, c'est pour faire, on peut faire l'urographie intraveineuse qui nous permet d'avoir une idée sur l'excrétion rénale. Évaluation 6. En radiodiagnostic, on augmente le nombre de détails sur le film en augmentant la DDP. Faux. En augmentant l'intensité du courant. Donc, qu'est-ce que je dis? En radiodiagnostic, on augmente le nombre de détails sur le film en augmentant la DDP. C'est vrai. Donc, vous allez écraser le contraste naturel et vous pouvez loger les différentes structures
au niveau de l'intervalle de densité optique utile. Donc, A, c'est vrai. B, en augmentant l'intensité du courant, faux. En augmentant le temps de pause, c'est faux. En agrandissant le foyer, c'est faux. En diminuant la distance patient-film, c'est aussi faux. Donc, l'augmentation du nombre de détails, c'est augmenter la DDP. Si jouant la radiographie d'un tube contenant 4 matériaux différents, correspond donc aux 4 tonalités. Précisez la tonalité de chacun. Donc, en haut, la plus noire, donc, c'est l'air. Puis, un peu plus clair, c'est la graisse. Un peu plus liquidienne. Et la dernière, c'est la tonalité, bien sûr, calcique. Le foyer d'un tube à rayon X est de 2 mm. On place un disque à une distance de 50 cm du foyer et on le radiographie avec un film placé à une distance foyer-film de 100 cm. Calculer le pénombre géométrique, donc le pénombre par définition, taille du foyer multiplié par l'agrandissement moins 1. L'agrandissement, c'est la distance grand D sur la distance grand D moins D, égale à 2. On calcule donc le pénombre, le flou géométrique qui va être égal à 2 mm. Deuxièmement, pendant l'exposition, on déplace le disque dans un axe perpendiculaire au rayon X de 2 mm. Quel est le type de flou créé et calculer sa valeur? Donc, c'est le flou cinétique, c'est le flou lié au mouvement. Et ce flou va être égal déplacement multiplié par l'agrandissement. Donc, ça va être 2 fois 2 égale 4 mm. L'évaluation 9. 3 radiographies du bassin réalisées en variant l'intensité avec une DDP constante. Quelle est la radiographie qui correspond à une exposition optimale? Donc, la meilleure différence entre les différentes structures. Donc, c'est B. La première A. Donc, c'est un film qui est sous-exposé. Et C, c'est elle est surexposée. Donc, B. Quelle est la radiographie réalisée avec l'intensité la plus élevée? Donc, c'est le film qui paraît le plus noir. Donc, c'est C. Évaluation 10. 2 radiographies du bassin réalisées en variant la DDP. A et B. Précisez la radiographie réalisée avec une DDP élevée. Bien entendu, c'est B. C'est le parenchyme pulmonaire. Sur quelle radiographie on explore le gris costal? Donc, vous voyez, c'est en A que les os du gris costal sont plus nets. Je vous remercie pour votre attention.